Vous écoutez La Bonne Équipe. On a déjà dû vous poser la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et en général, la réponse est « J'en sais rien ». Parce qu'on a besoin de bouchers, de business développeurs, de data scientists, d'infirmières, de maires, de militaires ou encore de pompiers, le podcast La Bonne Équipe, c'est le podcast des métiers. En partant d'un principe assez simple, la bonne équipe, c'est d'abord celle qui se complète en étant persuadé, bien sûr, que tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Au travers des interviews que je vais dresser de mes invités, l'idée sera de comprendre en quoi consiste leur métier, quelles en sont les sources de plaisir ou les contraintes, l'idée étant bien sûr de vous inspirer un maximum. Je m'appelle Jérémy Muselet, je suis intervenant en école de commerce et plein d'autres choses encore, et je vous souhaite une bonne écoute. Ok, bonjour, nouvel épisode cette semaine. J'ai la chance de recevoir Olivier Dauvert. Olivier, je vais vous laisser vous présenter. Première question déjà, est-ce que ça va ? Oui, toujours. Toujours. Il ne faut pas s'écouter, il faut avancer. Ok, parfait. Est-ce que pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez vous présenter, Olivier ? Alors donc Olivier Dauvert, j'ai 52 ans. Ça fait 32 ans que je suis, au sens du verbe suivre, les choses du commerce et de la consommation. Je suis ingénieur en agriculture de formation, ce qui en apparence n'a pas grand-chose à voir avec le commerce, la grande distribution, sauf que c'est le premier maillon de la chaîne, puisqu'en gros on ne distribue que ce qu'on a produit. Et pour produire finalement, savoir de quoi on parle, savoir comment ces choses-là sont faites, c'est pas inutile. Voilà, et aujourd'hui, professionnellement, je suis à la tête d'une petite entreprise de 4 personnes, toutes associées, qui a comme centre d'intérêt le commerce et la conso et comme fonction l'édition. Ça veut dire que on publie du contenu éditorial sur le commerce, sur la consommation, et ce contenu est totalement multimédia puisqu'il peut être de l'écrit, ce qu'on appelle du print en très mauvais français, de l'oral, c'est du son, de l'image, des vidéos, ça peut même être des conférences sur le sujet unique du commerce et de la conso, c'est-à-dire qu'on est totalement multimédia mais totalement monosecteur. Il n'y a que le commerce et la conso qui nous intéressent. Voilà. Mais alors déjà, d'où vient votre accent ? Alors à la base, je suis gersois, on n'est pas nombreux, donc, et encore moins en être sorti. Voilà, j'ai fait toutes mes études à Auch avant de faire mes études, mes grandes études, on va le dire, à Toulouse. Donc en gros, ça fait quand même, je suis resté 20 ans là-bas, et depuis 32 ans, donc encore une fois, j'habite principalement à Rennes, et malgré tout, j'ai gardé mon accent, parce que ça doit être génétique. Voilà. Okay. Et comment vous passez d'études d'ingénieur en agriculture à un spécialiste du commerce de la conso ? Bon, alors d'abord, on se décrit jamais, ou on se nomme pas, ou on s'auto-désigne jamais comme spécialiste. Éventuellement, on peut le devenir. Non, mais alors dans ce cas-là, je vous nomme spécialiste. Oui, mais on peut le devenir. Non, mais aujourd'hui, je l'accepte, rassurez-vous. Mais en fait, je suis pas passé d'ingénieur en agriculture à spécialiste du commerce et de la conso. C'est un cheminement qui a quand même pris 32 ans. Donc, non, en fait, le point de départ, c'est que pendant mes études, j'ai découvert l'intérêt qu'il y avait à écrire et à partager ce que l'on sait ou ce que l'on veut faire savoir. Et pour la petite histoire, ce que je voulais faire savoir, c'était à une fille de ma promo que j'étais fou d'elle. Et donc je l'ai fait via l'intermédiaire du journal de l'école, dans mon école d'ingé agri. Et en fait, j'ai découvert que quand on écrivait, on se livrait, on était lu, que c'était jouissif, agréable, sympa d'être lu, qui est une forme de reconnaissance. Et puis j'ai tellement pris goût à ça qu'au moment de m'orienter professionnellement à la fin de mes études, j'ai cherché quelque chose au croisement de ce nouvel intérêt que je venais de découvrir, qui est l'écriture, avec le milieu dans lequel je me destinais, qui était plutôt l'agroalimentaire. Et donc le croisement des deux, ça a donné un stage de fin d'études dans une revue professionnelle qui s'appelle Linéaire, où je suis rentré stagiaire. Voilà, puisque c'était la fin de mes études. Et puis, d'abord, ça m'a plu, et ensuite, je leur ai plu, et ils ont décidé de me garder à l'issue de mes études. Et donc, je suis revenu dans la boîte dans laquelle j'étais stagiaire, cette fois-ci en tant que salarié, aussitôt après mon diplôme obtenu.
j'ai gravi les quelques échelons qu'il y avait, puis rapidement j'ai été rédacteur en chef de Linéaire, probablement parce que j'aimais ce métier, et que la chance a fait que celui qui y était est parti et m'a adoubé, on va le dire comme ça. Et puis de fil en aiguille, une fois qu'on est parti sur une voie et que c'est la bonne, chaque tour de roue que l'on fait vous rapproche d'une direction, d'un objectif qui est juste de se faire plaisir, d'être plutôt bon que mauvais. Et donc ensuite, pendant 10 ans, j'ai été journaliste, rédacteur en chef de Linéaire. J'ai créé une revue qui s'appelait Rayon Boisson. Et puis un jour, je me suis dit qu'il valait mieux être petit patron que grand salarié, donc j'ai monté ma propre boîte. Ok. Voilà, et ça c'était en 2002. Ouais. Et donc ça fait 20 ans que ça dure. Ok. Et alors, pour ceux qui vous situent pas nécessairement, vous faites énormément, alors j'appelle ça des pastilles, vous me corrigez si vous n'êtes pas d'accord, mais beaucoup d'interventions sur des innovations dans le domaine du retail. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vous ai connu et c'est comme ça que je vous associe. On peut vous voir aussi dans les médias, bien sûr. Mais est-ce qu'un jour, vous avez travaillé en magasin ou pas ? Alors, de manière professionnelle, c'est-à-dire salarié et payé pour, la réponse elle est non. Ouais. Mais de manière bénévole, pour comprendre le métier et pour le plaisir de le pratiquer, la réponse elle est oui, évidemment. Okay. Donc, je vais prendre un exemple. Quand le drive est arrivé en France, enfin en France d'ailleurs et dans le monde, puisque c'est les Français qui ont commencé, mais quand le drive a été créé dans les années 2007, 2008, 2010, au début je ne comprenais pas du tout ce que c'était. Je ne voyais pas comment on pouvait vendre au même prix qu'en magasin avec le service de la préparation en plus. J'ai appelé quelques personnes que je connaissais dans la distrib, quelques, on va dire, copains, quelques relations, notamment chez Leclerc, et je leur ai demandé si ils voulaient bien que je vienne travailler chez eux. Donc préparateur drive. Okay. Et je suis allé travailler préparateur drive, et dès le premier jour, j'ai compris que oui, que c'était tout à fait possible, qu'il y avait un vrai modèle économique. Et donc le fait de pratiquer le métier m'a aidé à le comprendre. Et ce que j'ai fait pour le drive, je l'ai fait pour d'autres choses. Il m'est arrivé, il me réarrivera de faire du remplissage rayon à 5h du mat. Parce que d'abord, je trouve que j'ai la chance de pouvoir le faire quand je le veux et pas comme une contrainte. Oui, j'admets que celui qui le fait tous les jours, il peut trouver ça lourdingue et que d'ailleurs il peut trouver ça un peu pédant que quelqu'un comme moi lui dise que finalement il a aimé le faire. J'admets totalement que si je devais le faire tous les jours, je trouverais ça sans doute assez lourd, voire lourdingue. Mais dans les faits, le faire de temps en temps permet de comprendre le métier dont on parle matin, midi et soir, ce qui est mon cas. Ouais, donc non, je n'ai jamais travaillé en magasin en tant que salarié. Mais oui, j'ai déjà travaillé en magasin. Vous voyez comme quoi la réponse mérite d'être circonstanciée. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce qui fait que, d'après vous, les métiers de la distribution, c'est sympa pour un jeune? Alors j'ai une idée, mais alors enfin, pour un vieux aussi d'ailleurs. Oui, pour un vieux aussi, mais j'ai une idée qui est très aboutie parce que ça fait très longtemps que je suis convaincu de ça. La distribution, le commerce en général, mais encore plus le commerce alimentaire, j'allais dire, a ceci d'incroyable, c'est que vous voyez quasiment aussitôt les conséquences de vos décisions. Je m'explique. Si demain matin, en ouvrant mon magasin, je décide de faire une tête de gondole de chou-fleur plutôt comme ci que plutôt comme ça, dès l'après-midi, je vais savoir si j'ai eu raison ou pas. Parce que si ça s'est vendu, c'est que j'ai eu raison. Et si ça s'est pas vendu, c'est que j'ai eu tort. C'est aussi bête que ça. Alors, quand je le présente avec une tête de gondole de chou-fleur, c'est un peu caricatural, oui. Mais c'est tellement vrai dans à peu près tout ce qu'il y a dans un magasin, si je le mets là ou ailleurs, si je le présente comme ci ou plutôt comme ça, si je le mets à tel prix ou plutôt tel autre. Enfin, il y a mille... Enfin, il faut imaginer que quiconque est dans le commerce a devant lui une forme de piano avec un nombre de touches incroyable et que il va en activer certaines et pas d'autres et qu'il va entendre tout de suite, comme un pianiste, le résultat de ce qu'il aura choisi comme touche sur lesquelles il va appuyer. Et de temps en temps, ça sonnera juste, et il aura envie de recommencer, et de temps en temps, ça sonnera faux, il se dit, ça, il ne faut pas que je refasse comme ça. Dans l'industrie, vous n'avez pas cette réactivité-là. Ça veut dire que dans l'industrie, si je suis Danone et que je lance un nouveau yaourt, je vais passer peut-être 2 ans pour trouver la nouvelle recette du nouveau yaourt, avec tant de lait, tant de ferment, tant de ceci, tant de cela, et puis après, je vais le mettre en production. Et puis après, il va être vendu, bien ou mal, mais j'aurai le résultat 2 ou 3 ans après avoir eu l'idée initiale. Et donc à ce moment-là, il vaudrait mieux que ça marche, parce que sinon, tout ce que j'ai fait depuis 2 ans, ça ne sert à rien. Alors que dans le commerce, d'abord, on a le résultat instantanément, et accessoirement, la conséquence, c'est que le droit à l'erreur, il existe, puisqu'on peut rétablir tout de suite ce qu'on a mal fait la veille pour mieux le faire le lendemain. Et donc, moi, je suis fasciné par ça, et si je ne faisais pas le métier que je fais, évidemment que je serais distributeur. Évidemment.
tellement c'est agréable de sentir immédiatement le résultat de ce que l'on a fait. Mais d'ailleurs, dans les médias, c'est un peu pareil, parce que si vous faites de la télé ou de la radio, ou si vous écrivez même sur un simple blog, dès le lendemain, vous avez vos audiences. Donc vous savez si vous avez été intéressant ou pas. Ce qui peut être stressant à un moment donné. Ah oui, bien sûr, mais alors là, pour le coup, j'ai une autre... dans les autres visions très, très structurées, très abouties que j'ai de la vie, c'est que le stress est un moteur. Ok. Voilà. Et donc, pourquoi donc? Parce que je trouve que c'est agréable de devoir se mettre dans une situation où il faut se faire mal pour que ça soit bien. C'est-à-dire, l'oisiveté m'insupporte, la paresse, c'est pareil, mais d'ailleurs, c'est à peu près la même chose. Le renoncement aussi, le fait de s'écouter, je ne comprends pas. Parce qu'aucune des actions que j'ai décrites en creux ne va changer quoi que ce soit à ce qui vous arrive. De toute façon, c'est pas parce que vous arrêtez de faire quelque chose que le monde s'arrête et vous attend. C'est comme ça, on peut le regretter, mais c'est ainsi. Oui, donc le cadre dans lequel on est, puis si on considère que cette vie-là ne mérite pas d'être vécue, on peut aller dans les ordres. Hein. Voilà, et puis vous allez être peinard, tranquille. La seule contrainte, ça sera de se lever à 4h du mat pour faire une prière. Voilà, moi ça ne me pose pas de souci. Je respecte tous ceux qui ont un autre choix que le mien. J'argumente juste le mien en disant qu'il est totalement assumé et pas subi. Okay. Voilà, donc ce stress-là, ce stress de par exemple tenir un blog et de devoir écrire tous les jours dessus, ce qui est quand même une putain de contrainte qu'il faut entendre, je m'en plains pas. Au contraire. Alors ça ne veut pas dire que la charge mentale est par moments pas un peu dure, voilà, mais tant qu'il y a un peu de douleur, tant que c'est pas insupportable évidemment, tant qu'il y a un peu de charge mentale, tant qu'il y a un peu de stress, accessoirement, c'est qu'on est vivant. Okay. Et qu'on est capable de faire ce que l'on fait. Et voyez, il y a une thématique que j'aborde beaucoup, que ce soit avec mes élèves ou j'ai toujours abordé ce thème, la performance. Mm-hmm. Quand est-ce que vous considérez que vous êtes performant, vous, dans votre métier? Ou quels sont les indicateurs de performance? Est-ce que vous êtes... Oui, il y en a deux. Le premier indicateur de performance, c'est ma propre satisfaction. Le plaisir? Oui, parce que je travaille pour rien d'autre qu'être content de ce que je fais. Okay. Et donc je ne fais rien qui soit quelque chose de contraint. Sinon, je ne le fais pas. Et ça, c'est une chance formidable, c'est d'avoir créé son entreprise, mais derrière son entreprise, d'avoir créé son métier. Mon métier, j'ai du mal à le définir. Journaliste, éditeur, conférencier, expert télé pour des tas d'émissions, que sais-je encore. C'est-à-dire que le métier que j'ai voulu me dessiner, il n'existe pas. Oui. Voilà, mais je m'en contrefiche. Hein. C'est pas parce qu'il n'existe pas que moi je l'incarne pas. Et donc, de fait, le premier indicateur de performance, pour revenir sur votre question, c'est ça, c'est est-ce que ça me plaît ou pas? Et je suis capable de faire des choses qui me plaisent, même si je suis le seul au début de l'histoire à y croire ou même à y trouver de l'intérêt. C'est pas grave. Si moi j'y trouve de l'intérêt, ça suffit que j'y passe du temps. Et après, quand on est dans le métier de l'édition, de la presse, du média, il y a un indicateur de performance qui s'impose à tous, c'est l'audience. Fatalement, oui. Et ça, pour le coup, j'admets totalement être obsédé par ça et de regarder mes statistiques d'audience aussi souvent que je le peux. Je ne m'intéresse quasiment pas à la performance économique de ma boîte. Ça veut dire que je connais même pas mon chiffre d'affaires de 2022, je ne l'ai même pas en tête. Hein. Et je m'en contrefiche. Franchement, je m'en contrefiche. Et donc là, on est en 2023. Comment l'année a démarré, je veux dire, j'en ai rien à faire. Mais alors, rien à faire. Vous n'imaginez pas à quel point ce sujet-là n'en est pas un, parce que je suis certain que tant que je suis occupé, et que mon temps a une valeur reconnue par des gens qui l'achètent, parce que s'il faut quand même appeler un chat, c'est qu'a priori, il doit en rester dans la caisse. Et donc, je dois pouvoir continuer à vivre. Et donc, le sujet de l'économie de l'entreprise n'est qu'un moyen qui sert ma liberté d'action au quotidien et non pas un levier d'accumulation. Et en disant ça, je ne conteste pas du tout ceux qui pensent autrement. Pour beaucoup de ceux qui montent leur boîte, l'entreprise est un moyen d'accumulation, de patrimoine. Dire en gros, c'est j'ai commencé avec 100 € en poche, et si je suis vraiment très très doué, je finirai avec 100 millions, admettons. Clair. Et ça, si vous n'êtes pas chef d'entreprise créateur, vous n'y arriverez pas. C'est-à-dire que l'entreprise est un élément, un vecteur de l'accumulation et du patrimoine. Et en disant ça, il n'y a aucune critique de ce système-là, absolument aucune. Mais qu'on ne m'empêche pas de penser différemment à la relation à l'entreprise. C'est-à-dire, en gros,
elle me permet de vivre et de bien vivre. Hein. Je ne suis pas smicard et j'assume ne pas me refuser grand-chose, et ce qui est aussi un élément de plaisir. Mais l'entreprise pour accumuler, mais alors rien à carrer, franchement. Ok, mais je me doutais bien, et puis je pense que vous avez un réel challenge. Moi, je le vois au travers du podcast, alors toute proportion gardée, on est bien d'accord, mais je me dis effectivement, il y a cette échéance de la production de contenu. Moi, je suis pas sur un rythme hebdo, et de toute façon, matériellement, j'ai pas le temps. Donc, production du contenu, et surtout qualité, et je dirais, dès lors où vous devez mettre du fond dans ce que vous faites, je trouve que la valeur, surtout dans votre métier en particulier, c'est la qualité de ce que vous faites. En tout cas, moi, pour la première fois que je vous ai rencontré, physiquement aujourd'hui bien sûr, mais je cherchais en fait une illustration d'Oshango, le truc qui est ouvert sur le campus de l'EDEC. Je tombe, première vidéo, sur YouTube. Et je me suis dit, punaise, j'ai trouvé que c'était super bien fait. Et c'est de là que j'ai commencé à vous connaître. Vous voyez, j'y mets, si on revient sur la vidéo, j'ai mis une limite. C'est que je me suis dit, mince, il aurait pu faire un truc un chouïa plus long. Parce que dans la vidéo illustrée, j'avais le sentiment que c'était un distributeur, vous savez, un distributeur automatique. Ouais. Je me suis dit, c'est dommage, on ne voit pas assez Vous voyez, les vidéos, c'est intéressant comme sujet parce que c'est quelque chose qui, pour ainsi dire, ne me rapporte rien. Ouais. Y a pas de pub dans mes vidéos. Oui. Et elles sont sur YouTube, où la monétisation YouTube vous rapporte en gros 3,54 € par vidéo. Donc, autant vous dire, voilà, quand je dis rien, je mens, mais je mens que dans la lettre, pas dans l'esprit, parce que c'est pas du tout ça qui nous fait vivre. Et pourtant, je fais un nombre de vidéos de dingue, juste parce que je suis content de les faire. Là, je rentre des États-Unis où je suis resté 8 jours, j'ai fait 13 vidéos, missionné par personne pour les faire, juste guidé par le bonheur et le plaisir de faire ce qui est mon gimmick, bonjour, bienvenue à, qui est ma façon de signer mes vidéos pour incarner le fait que je suis dans l'endroit dont je vais parler. C'est-à-dire, c'est pas du commentaire en voix off fait depuis Paris, c'est j'étais à Los Angeles voir un magasin Whole Foods automatique, et bonjour, bienvenue à Los Angeles. Rien que ce petit bonheur-là, de dire j'y suis et je vous le montre, ça vaut toute la monétisation que YouTube pourrait m'apporter. Et après, le fait de savoir que des gens les regardent et ils trouvent de l'intérêt, voire même que des profs l'utilisent dans des cours pour montrer à leurs élèves ce que c'est que le commerce d'ailleurs, où malheureusement ils ne peuvent pas envoyer leurs élèves, parce que ça se serait si on pouvait faire un voyage d'études à San Francisco ou à Los Angeles tous les 4 matins. Voilà, donc ce bonheur-là, le bonheur de gens qui me sont très très proches, à commencer par ma chérie qui est passionnée par ce métier-là et qui regarde ça, et voilà, je trouve ça génial de faire plaisir à des gens et de sentir qu'ils sont contents d'avoir regardé les trucs que je leur ai montrés. Je trouve que ce bonheur-là dans les yeux ou dans les oreilles quand on me le rapporte, ou de celui de ma femme, elle me dit c'était vraiment super, j'ai adoré, machin, c'est très égoïste, parce que ça revient à ce que les journalistes, qui en général ne l'assument pas trop, revendiquent que leur moteur a une base égocentrique et narcissique assez forte, mais il faut l'assumer, qui est de dire j'ai envie qu'on trouve que ce que j'ai fait est bien. Et tous ceux qui vous disent autre chose, ils mentent. Voilà, moi je l'assume totalement. J'assume totalement que je dis pas la flatterie, mais le recevoir des messages de gens qui me disent « j'ai apprécié ton analyse » ou « j'ai regardé ta vidéo, c'était super » ou « j'ai lu ce livre et ça m'a servi ». Mais qu'est-ce qu'on peut avoir de plus quand on est un éditeur, c'est-à-dire qui publie du contenu? Rien. C'est terrible de publier du contenu et d'avoir en face que de l'indifférence. Donc moi j'ai la chance de ne pas avoir d'indifférence. Et cette chance-là, elle vaut tout l'argent que mon entreprise pourrait me donner. Parce qu'il se trouve que mon moteur est bien davantage ce plaisir d'avoir cette reconnaissance-là de ceux qui ont pris qui ont trouvé un intérêt, qui ont parfois pris du plaisir à le regarder parce que c'est sympa, ou c'est des paysans. Enfin, encore une fois, quand je montre un magasin Whole Foods automatique à Los Angeles, 99% de ceux qui vont le regarder n'auront pas la chance d'aller le voir et d'aller l'essayer. Oui. Bon, ce simple bonheur de leur donner la possibilité de le voir, je trouve qu'il n'a pas de prix. Ouais, alors pour vous donner un retour d'image, c'est marrant de vous rencontrer. Moi, je me dis que vous êtes le Lagerfeld du retail.
Alors, forcément, je m'habille de manière un peu différente. Non. Alors, la moyenne. Oui, d'accord. Oui, ça, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du dress code. Je me suis dit, est-ce que c'est un point de différenciation? Ah oui, totalement. Mais pas de différenciation voulue. Une sorte de signature? Non, c'est pas une signature voulue. C'est un plaisir personnel que j'assume. Ça veut dire, bien sûr, j'ai mis, j'ai 52 ans, jusqu'à 30 ans, j'ai compris que il y avait des codes dans la vie professionnelle pour évoluer, donc je suis resté un mec assez tradi, assez normal, qui devait pas être totalement mauvais puisqu'on m'a confié des responsabilités, mais qu'on regardait pas en se disant tiens, t'as vu lui, non, je faisais bien mon taf, point. Puis après j'ai monté ma boîte, j'ai pas été immédiatement, j'ai pas cherché à me distinguer immédiatement, j'ai cherché à rester un peu dans une forme de normalité et puis un jour j'ai compris que celui que j'étais au fond de moi, fait d'audace, d'une forme de liberté, de pensée, comme de vêtements, pouvait s'exprimer parce qu'en fait, il en avait la possibilité. J'étais dans ma boîte et accessoirement, j'étais reconnu pour autre chose et qui suffisait à me permettre toutes les audaces. Ça veut dire que dans mon métier, on ne va pas parler de moi en disant tiens, c'est le mec qui met des vestes marrantes. Il met peut-être des vestes marrantes, mais à la base, c'est le mec qui m'a fait comprendre le métier, qui me l'explique au quotidien, ou qui est, je ne sais pas, quand il en parle, qui est pédagogue, enfin voilà. Et donc, cette audace-là, elle ne peut venir que quand on a la certitude que par ailleurs, on est au niveau. Parce que sinon, en fait, on est un clown. C'est pas gênant d'être un clown, mais pour le coup, c'est un autre métier que d'être éditeur spécialisé sur le commerce et la conso. Et donc, petit à petit, de manière totalement non théorisée, c'est maintenant que je le théorise après coup, je me suis rendu compte que j'ai commencé à être audacieux. Et pour la petite histoire, j'ai commencé par les ceintures. J'ai mis des ceintures qui étaient de moins en moins conventionnelles, avec des clous, avec des balles par moment, avec des grosses plaques, enfin voilà. Et puis j'ai dû me rendre compte, parce que tout ça, je le théorise encore une fois, après coup, c'est pas écrit avant, hein, c'est moi qui fais, je me mets sur un divan et je rentre dans mon cerveau après coup, ça a dû m'aider à me dire, tiens, mais je vais faire pareil sur les chemises, celle-là je l'aime bien, pourquoi je ne la mettrai pas? Et puis d'ailleurs, c'est arrivé comme ça, une fois que j'ai été un peu reconnu, non pas volontairement, mais c'est une conséquence pour mes chemises, il se trouve que le mec chez qui je me vêtis, il s'est mis à faire des vestes un peu fun. Je me suis dit, mais pourquoi j'achèterais pas des vestes fun finalement, si elles me plaisent? Et donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au début, c'était des ceintures, qui est quand même pas le truc le plus voyant. Non, clair. Après, ça a été des chemises, là, ça commence à se voir. Et puis quand vous appliquez cette théorie de l'audace à des vestes, vous arrivez parfois à mettre des trucs que des gens se disent, mais comment il fait pour mettre ça? Mais moi, je me pose même pas la question. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce cheminement-là, il est arrivé parallèlement à mon évolution professionnelle. C'est pas un truc qui est théorisé à l'avance, c'est pas un truc que j'ai voulu, mais c'est un truc que j'ai assumé. Et maintenant, je ne fais pas un mot naïf, je sais que c'est ça. Et par moments, ça me pèse, parce que quand j'arrive dans des conférences, quand on me dit « Ah là là, vous avez mis une super veste, une super chemise », on avait peur que ça soit pas ça. Je dis « Mais attends, mais je fais encore ce que je veux, non ?» Ouais. Et ça me pèse. C'est-à-dire que finalement d'être attendu par le dress code que je peux avoir le jour J sur une scène et tout ça, ça finit par me dire, mais des fois, je vais faire exprès de venir neutre. Vous allez voir. Ouais, mais parce que j'ai le droit, parce que c'est ma liberté. Typiquement, vous voyez, je discutais avec des potes qui travaillent dans le retail, et je dis, tiens, je rencontre Olivier Dauvert, et tout de suite, on m'a dit, le gars à la veste ou à la chemise. Oui, bien sûr. Et, mais c'est fou. Et je me suis dit, vraiment de mon point de vue, je me suis dit, il a dû travailler son marketing. Pas du tout, mais pas du tout. Mais le meilleur marketing, c'est celui qui ne se voit pas, qui ne se fait pas, et qui, en gros, se réalise totalement à l'instinct. Voilà. De la même manière, ma boîte, au tout début, ne s'appelait pas Édition Dauvert, parce que je trouvais qu'il fallait avoir un niveau d'autosatisfaction préalable pour appeler sa boîte de son nom. Il faut un melon terrible pour... voilà. Et ma boîte s'appelle Tribéou Édition. Historiquement, c'était le nom du petit village où mes parents habitaient en Normandie quand j'ai monté ma boîte. Voilà. Parce que j'assumais pas du tout de mettre Édition Dauvert. Mais qui je suis pour donner mon nom à une boîte qui n'existe que depuis 2 jours, quoi. Enfin, je veux dire, ou depuis un jour au moment où vous la déposez, où vous déposez les statuts à la préfecture. Et donc, j'assumais totalement pas cette idée-là de dire, mais attends, elle va s'appeler Dauvert. Ben non, et puis un jour, je sais pas, 4 ou 5 ans après, je me suis rendu compte que, en fait, en termes d'efficacité, c'est quand même très con. Ma boîte, elle s'appelle Tribéou Édition. Moi, je m'appelle Olivier Dauvert. Donc, il faut que je commence à expliquer à quelqu'un, mais Tribéou Édition, c'est moi. Oui, dans ces cas-là, appelle ta boîte Dauvert. Et donc, j'ai modifié le nom de ma boîte, mais après coup.
Quand j'ai compris qu'en termes de marketing, c'était quand même meilleur, mais c'était pas du tout voulu, c'était même au contraire, à la base, j'étais parti dans la mauvaise direction. Ok. Et en fait, non, pour en revenir à la terminologie, la guerre faite du retail, dans mon esprit, ça n'avait rien à voir avec le dress code. Ah, d'accord. Mais j'allais vous poser la question du dress code. Non, c'était cette capacité, en fait, à pointer parfois même un micro-sujet ou comment un phénomène émergent. Qui potentiellement fait boule de neige quelques années après en Europe, quand là j'ai suivi, enfin pas toutes vos vidéos aux États-Unis, typiquement à un moment donné vous avez mis en valeur, alors je suis désolé j'ai oublié la chaîne, mais la marque propre alimentaire avec les bocaux qu'on recycle. Erwan, voilà. Ouais. Et je me dis, mais en plus sur la vidéo j'étais mort de rire parce que je me dis punaise, il s'enflamme sur un phénomène et je me dis ok. Je n'ai pas compris l'engouement, pour être sincère. D'accord. J'ai trouvé la vidéo intéressante, mais de là, et je me suis dit, peut-être que je suis encore hermétique à ce genre de choses, et que le phénomène sera grimpant dans les années à venir, j'en ai aucune idée. Hein. Alors ça illustre deux phénomènes, ou deux idées. Il y en a un, c'est l'instinct. Moi, je fonctionne à l'instinct, parce que la plupart de ce que je produis, en termes de volume produit, n'est pas monétisé. Donc je ne dois rien à personne. Ouais. C'est-à-dire que mon blog, personne paye pour venir voir mon blog. Toutes les archives sont ouvertes. Personne paye pour venir voir mes vidéos. Toutes les vidéos sont disponibles. Et donc je mets dedans ce que je veux. Ouais. Déjà, point de départ. Et donc, ce qui me guide, c'est cet instinct du journaliste qui est, tiens, ça mérite qu'on le montre, ça mérite qu'on en parle. Par moments, c'est totalement inargumentable. Et je ne dis pas que j'ai raison tout le temps, loin s'en faut. Mais par contre, dans le cas de ces bocaux, j'étais assez serein sur le fait que ça fonctionnerait. Et de fait, elle fonctionne terriblement bien. Parce qu'on est au croisement de plein de choses. D'abord, il y a l'exotisme que représente le fait de montrer un truc de LA et de Californie. Deuxièmement, il y a la tendance de la néo-conso où en gros tout le monde sait qu'il va falloir faire différemment mais sans savoir comment. Et donc le simple fait de voir ce qui peut exister au-delà du potentiel de ce que l'on montre, le simple fait de montrer un truc qui existe dans ce registre-là suscite de l'intérêt. Et puis après, on est sur la tendance du vrac. Et puis il y a une forme de bien-pensance que l'on a tous de voilà, et ça serait bien que la conso soit ça. Et donc non, j'avais aucun doute là, à titre perso, j'avais aucun doute à l'instinct de l'intérêt de cette vidéo. Et il se trouve qu'un nombre d'engagements, puisque ça je le regarde par exemple très fortement sur les réseaux sociaux, en termes d'engagement, elle est extraordinairement bonne. Beaucoup plus que des vidéos plus longues qui m'ont pris plus de temps, parce qu'il y a du montage, alors que celle-là, il n'y a pas de montage. Hein. C'est une prise en magasin. Et est-ce que ça, je dirais, la façon dont vous engagez votre communauté, peut-être pas, mais les gens qui vous regardent, ça influence votre contenu éditorial ou pas? Parce que depuis le début, vous me dites je fonctionne au plaisir, mais en l'occurrence, est-ce que, un peu comme je dirais les influenceurs... est-ce que je fais des choses pour faire de l'audience? Ouais, en gros, c'est un peu ça vu ce que l'audience me ramène en termes économiques... Ça ne présente aucun intérêt. Non, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Je pourrais éventuellement trouver des trucs où je me dis, tiens, j'ai fait ça. Si, par exemple, tiens, Lidl a ouvert un magasin à Montparnasse, il y a quelques semaines de cela, face à la gare Montparnasse, une espèce de flagship. Bon, j'avais déjà parlé de Lidl, d'un magasin qui a ouvert à Nanterre à la rentrée dernière, qui était le plus grand Lidl de France, 2300 mètres carrés. Ça avait énormément marché, voilà, comme tout ce qui se fait sur Lidl, de toute façon. Et là, j'avoue que, je ne sais plus où j'étais, mais ça représentait une forme de complexité logistique pour moi d'y être. Ce qui m'a donné le moteur de, malgré tout, passer outre l'emmerdement, pardonnez-moi, que ça représentait de revenir à Paris ce jour-là, de je ne sais pas où, parce que comme je voyage tout le temps, je suis un peu perdu. J'avoue que je me suis dit, oui, de toute façon, je sais qu'elle va marcher. Voilà. Si vraiment il faut que je cherche un moment où je me suis laissé influencer par l'audience, ça serait là, mais c'est pas violent comme influence. Hein. Et puis en tous les cas, c'est pas pour le fric, puisque d'ailleurs, je pourrais vous le dire, hein, je sais pas, une vidéo comme ça, allez, parce qu'elle est un peu meilleure que la moyenne, elle doit rapporter, je sais pas, 7 €. Voyez, c'est énorme. C'est énorme. Avec 7 €, je me paye une bière en happy hour. Hein. Faut pas déconner. Ouais, c'est ça. Il y avait une question aussi, c'est dans votre métier, comment vous faites, par exemple, je sais pas, vous faites un reportage sur Lidl, un autre sur Carrefour.
comment vous faites, parce que vous avez aussi une activité de conférencier où j'imagine que vous allez parler dans des centrales d'achat ou pour des chaînes de magasins. Et comment vous faites pour gérer les rivalités parce que ça doit être compliqué d'aller pitcher une semaine pour une enseigne lambda et puis faire une autre conférence. Alors pas du tout. Moi, ça ne me présente, en tous les cas, je ne vis pas comme une difficulté. D'abord parce que les retailers, au bout d'un moment, comprennent que je les aime tous puisque j'aime leur métier. Ok. Ce métier m'intéresse. On n'en a pas parlé, mais ce métier du commerce, il m'intéresse parce que c'est le reflet de la société. C'est-à-dire que analyser la consommation, c'est de fait faire de la sociologie. Et la sociologie, pour moi, c'est la matière la plus intéressante puisqu'on parle du comportement humain. Voilà, donc le lien, voilà pourquoi je suis passionné par ce métier. Donc comme j'aime le commerce, j'aime les commerçants. Et si j'aime les commerçants, je les aime tous. Alors après, je ne dis pas que je n'ai pas des affinités. Oui, mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, donc aujourd'hui, je suis capable d'aller voir Leclerc en leur faisant une conf. Voilà, et demain, de voir Casino, pareil, ça ne me posera pas de sujet. Ah non, alors là, pour le coup, il y a ou leurs fournisseurs, parce que j'interviens beaucoup chez des fournisseurs de l'agro ou du non-alimentaire, d'ailleurs. Hein, ça me pose, mais alors, ou pour des boîtes de tech, aucun problème. D'ailleurs, je ne vois même pas où est la question. Enfin, tellement, je ne conteste pas qu'elle puisse exister dans la tête ou dans la tête de celui qui me la pose, mais moi, non. Ok, ça marche. Je suis assez étonné dans votre travail. Parfois, j'ai le sentiment que vous parlez peu du e-commerce. Est-ce que c'est un domaine, vous considérez que vous n'êtes pas légitime dans le domaine? Parce que, vous voyez, je vous ai suivi il y a quelques jours sur une émission, vous étiez sur l'émission de Cyril Hanouna, là. Touche pas mon poste. Voilà, ouais. exactement. Ouais. Et en fait, vous échangiez en disant, voilà, je le fais de manière très stéréotypée, mais vous avez des achats, on va dire, rationnels, des achats utilitaires. Et dans ce cas-là, quand on est dans cette logique-là, on va plutôt aller vers le prix. À l'inverse, on a aussi des achats hédonistes, des achats pour le plaisir. Et grosso modo, les Français aujourd'hui vont avoir tendance à dépenser, parfois même sur une matinée où ils vont faire des courses, ils vont peut-être faire plusieurs enseignes correspondant justement à leur typologie d'achat. Et moi, je me dis, quand je vous ai écouté, je me suis dit, ok, mais il y a quand même des gens qui achètent sur Internet et pas que, je dirais, des produits Amazon. Mais, et je suis étonné que vous n'alliez pas souvent sur ces terrains-là, parce que typiquement, le consommateur d'aujourd'hui, il est multicanal. Alors, tout à l'heure, vous m'avez dit, moi, je suis je sais plus comment... Monosecteur. Monosecteur, je n'ai pas monocanal. Je suis monosecteur. C'est le commerce. Pardon, ouais. Sauf que le commerce derrière, il est multicanal par principe. Mais alors, d'abord, je respecte tous les avis parce que j'ai tellement de plaisir à ce que le mien le soit respecté que voilà. Donc, je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, par expérience, on s'est tellement moqué de moi par moment pour mon enthousiasme sur le drive, qui est quand même du e-commerce, qu'a priori, c'est que je devais, aux yeux de certains, en tous les cas, en parler trop. Donc, quand aux yeux de certains, on en fait trop, et aux yeux d'autres, pas assez, c'est que probablement, finalement, on doit être au bon endroit. Voilà. Non, et puis de manière beaucoup plus argumentée, cartésienne, rationnelle, le e-commerce, vous savez combien ça pèse dans l'économie de la conso? Je ne connais pas le chiffre exact. 15%. Bah ok, maintenant qu'on a ce chiffre en tête, est-ce que je parle plus ou moins, ou à peu près, de e-commerce à hauteur de 15% de ce que je publie? Moi, je n'ai pas l'impression d'être finalement si éloigné que ça. Donc peut-être que je suis une forme de repère un peu cartésien dans un univers où beaucoup s'enflamment. Ouais, on peut parler de e-commerce matin, midi et soir. Il ne pèse que, dans l'immédiat, 15%. Je ne parle pas du drive ou du e-commerce alimentaire, je parle du e-commerce total. Du e-commerce, du e-commerce total. Saisi. Voilà, donc, ce qui ne veut pas dire que c'est inintéressant, que ça n'a pas de potentiel, je n'ai pas dit ça du tout. Mais dans les faits, et encore une fois, je l'ai dit pour démarrer, je suis agri de formation, donc plutôt plein de bon sens et plutôt bas de plafond, parce que ce n'est pas les études les plus brillantes qui soient, au moins sur le papier. Bah, ça n'empêche que quand vous raisonnez bêtement, 15% du commerce, ce n'est pas la majorité. Et on en est même assez loin. Et il y a des métiers sur lesquels c'est devenu très très fort. La culture, par exemple, vous n'achetez plus un disque physique. Voilà, je l'admets. Mais la musique n'est pas 80% de la consommation.
peut-être malheureux d'ailleurs, mais c'est comme ça. Pour parler un peu avenir du commerce, à court terme, vous avez évoqué Mars Rouge il y a quelques jours. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sans... Ouais. Alors c'est intéressant parce que la première fois que je l'ai sorti, ce concept-là, c'est sur BFM. Et accessoirement, ça me fait relativiser tout ce travail médiatique et journalistique où dès que vous avez sorti un bon concept, tout le monde se le repique et ça fait boule de neige et finalement on finit par reparler de ça. Mars Rouge, c'est l'idée toute bête que chaque année, entre décembre et le 28 février, les enseignes et leurs fournisseurs négocient entre elles avec l'obligation de conclure au 28 février. Ce qui veut dire que le 1er mars, les nouveaux tarifs arrivent en rayon. C'est bête comme chou, jusque-là. Oui. Et alors après, il peut y avoir un petit décalage dans le temps. Je veux dire, c'est pas le 1er mars à minuit que bim boum. Bon. Mais en gros, pendant 4 à 6 semaines, les nouveaux tarifs descendent, c'est le terme, en magasin. Quand on voit les bases sur lesquelles sont les discussions actuelles entre les industriels et les distributeurs, les bases d'inflation, où on est entre 10 pour les demandes les plus raisonnables des industriels et 40. Ça a été rendu public notamment par Dominique Schelcher, patron de U, et Michel-Édouard Leclerc, patron de Leclerc. 40, c'était pour de pet food. Quand vous voyez que les demandes sont entre 10 et 40, la négo va faire son œuvre. Et évidemment, celui qui demandait 10, il aura 5, et celui qui demandait 40, il aura 20. C'est le jeu de la négo. Bon, ça veut dire que si entre le 1er mars et le 15 avril, il y a, admettons, entre 10 et 12, 13, 15% d'inflation à faire passer dans les tarifs, en 4 ou 6 semaines, passer 15% dans les tarifs alimentaires, ça pique. Et c'est ça, voire ça saigne. C'est ça le concept de Mars Rouge. Parce qu'on va avoir en quelques semaines le même niveau d'inflation que celui qu'on a eu en quelques mois l'année dernière. 2022, c'est déjà traduit par une année difficile en inflation. Voilà. Et donc, quand vous avez une accélération du tempo, il n'y aura pas une inflation plus forte. Ça sera à peu près encore 10, 12, 15%, c'est-à-dire comme ce qu'on a eu. Sauf que ça va se faire sur un laps de temps beaucoup plus court. Ça va s'accélérer. Et donc, ça va faire plus mal. C'est le principe, si je vous mets dans une cocotte avec de l'eau et que je la mets à chauffer, ça va prendre vachement de temps pour que ça vous brûle. Si je vous jette tout nu dans une cocotte avec de l'eau bouillante, ça va vous brûler tout de suite. Oui, c'est ça l'image. Ok, parfait. Comment vous voyez l'avenir du commerce à plus long terme ? On est dans une époque qui est un entre-deux entre ce qu'a été le commerce installé, structuré, très équilibré depuis en gros les 30 Glorieuses et les années 60. Et on est en train de détruire pour une part ce qui a été construit et d'en recréer autre chose. C'est la destruction créatrice chère à Schumpeter, qui est un économiste autrichien qui a théorisé autour de ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour créer, il faut détruire d'abord. Voilà. Et donc on est dans cet entre-deux. On y est depuis à peu près, une dizaine d'années. On y est probablement pour encore une dizaine d'années. Et en gros, c'est cette époque d'articulation où on va quitter ce monde où il y avait des hyper, des super, des enseignes spécialisées qui vendaient des produits et des produits neufs. Désormais, on voit bien qu'elles vendent pas que des produits, elles vendent aussi des services. Parce que quand vous allez chez Leroy Merlin acheter même une cuvette pour vos toilettes, on vous vend le produit, mais aussi on vous vend la prestation de la poser. Oui. Il y a 20 ans, c'était même pas un rêve, ce truc-là. C'était pas le métier de Leroy Merlin de le faire. Bon. Ensuite, désormais, ils vendent aussi de la seconde main. Et puis après, vous voyez des gens qui arrivent avec des abattants de toilettes avec 200 000 modèles de toutes les couleurs, mais sur Internet, disponibles sur votre appli. Bref, oui. On est en train de réinventer un nouvel équilibre commercial où il y a plein de formes et de forces différentes. Donc ça va prendre, à mon avis, encore 10 ans. Et donc on est dans cette époque-là, et c'est pour ça qu'elle est passionnante. Donc on va continuer, pour répondre à votre question de manière un peu froide et brutale, on va continuer à voir disparaître des enseignes, parce qu'il y en a trop. Et j'aime bien passer du coq à l'âne. Tout à l'heure, vous parlez de sociologie dans le commerce. Vincent Chabot, vous connaissez? Oui, bien sûr. Vous avez lu l'éloge du magasin? Tout à fait. Et votre avis sur le sujet? Il dit quelque chose de vrai. Alors, il en dit beaucoup, mais non, parce qu'il ne faut pas réduire son livre à ça, mais que le magasin a une fonction. Bien sûr qu'il a une fonction, mais il y a des tas d'occasions de consommation ou des tas de produits pour lesquels il n'a pas de fonction utile. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple. Mes parents, et surtout mes grands-parents, quand ils avaient besoin d'essence, ils allaient dans une station-service où on les servait. Oui. Parce que le pompiste, il avait une mission, une fonction. Et puis moi, désormais, je vais dans une station-service et je me sers tout seul.
Vous me direz, oui, il n'y a plus de pompistes. Ben, pourquoi il n'y en a plus? Parce que mes parents et mes grands-parents les ont tués en allant voir ailleurs. Et donc, en fait, le magasin a une mission, mais elle n'est pas universelle et pour toujours. C'est-à-dire qu'il y a des marchés pour lesquels, oui, il y aura toujours besoin d'un magasin au sens expérientiel du terme, et puis il y a d'autres occasions de consommation où on n'en aura pas besoin. Comme on avait besoin des hommes avant et qu'on n'a plus besoin des hommes aujourd'hui pour des tas d'occasions de consommation. Donc, et c'est là où l'époque est intéressante, c'est qu'elle est pas figée alors qu'elle a été figée. Des années 60 aux années 2000, en gros, le commerce, il a été figé. Alors, il a fait que se développer, mais sur une pente qui était connue d'avance. Depuis, en gros, les années 2000, je dis en gros, est-ce que c'est 2005 ou 2010, peu importe, mais on voit bien qu'on est dans cette espèce où, de moment où tout ce qui était solidement ancré, équilibré, peut être détruit en un instant par quelqu'un qui a une idée plus aboutie que celle que vous aviez. Et donc, imaginez que le magasin aura pour toujours un rôle. La réponse, elle est non. Est-ce qu'il y a des métiers sur lesquels il aura toujours un rôle? La réponse, elle est oui. Et donc, ce que j'aime bien dans le travail de Vincent, c'est de réaffirmer le poids et la place du magasin. Mais je ne voudrais pas que ça soit mal interprété, parce que lui, d'ailleurs, il ne l'interprète pas comme ça, en disant il y a une forme d'évidence à ce qu'il y ait toujours des magasins. Il y en a qui vont se réveiller douloureusement s'ils pensent qu'il y aura toujours des magasins. Quand vous êtes à une caisse où il n'y a aucune interaction avec la caissière ou le caissier, autrement que fonctionnel, ça vous coûte 5,40 €, vous payez par carte, vous avez la carte de fidélité, mais ça sert à quoi là? Alors, ça fait travailler des gens, j'ai pas de souci au sens social du terme, mais il n'y a aucun intérêt pour le consommateur. Dans ces cas-là, une machine fera aussi bien le taf. Clair. Voilà, et en plus, clairement, il ira à la vitesse qu'il veut pour scanner et ensacher ses articles. Ce qui n'est pas le cas quand vous avez une caissière qui vous pousse votre montagne d'articles. Bon, vous voyez, donc moi, je suis pas négatif sur le magasin, je suis juste pas extatique, ce qui n'est pas pareil. Okay. 3 mots qui qualifient vos valeurs. Bon, alors si je dis pas travail en un, ceux qui me connaissent vont se dire que je mens. Si je mets pas plaisir en deux, ceux qui me connaissent aussi vont pas s'y retrouver. Et qu'est-ce que je pourrais mettre en troisième? Ça va vous paraître bizarre. Je vais pas vous donner ni le nom ni le prénom évidemment, mais je mets Madame Dauvert. Okay. Parce que si je n'avais pas cette boussole-là, je ne ferais pas le travail que je fais avec l'intensité avec laquelle je le fais. Avec lequel je le fais, pardon. Non, laquelle, puisque c'est une intensité. Oui, une. Enfin, je me mélange entre les hommes et les femmes. Mais non, Madame Dauvert est bien une femme. Par contre, ça, je suis assez mais... sûr de moi. Je suis assez sûr de moi. Non, parce que c'est une valeur qui explique grandement depuis 10 ans, ou 7-8 ans, la montée en puissance de mon travail. Parce que vouloir rendre fier et heureux quelqu'un par le travail que l'on fait, puisque c'est le cas, je trouve que c'est un moteur incroyable. Incroyable. Vous travaillez ensemble ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok, donc elle est spectatrice, entre guillemets. Tout à fait. Ouais, donc c'est canon. Tout à fait. Et petit aparté, que font les personnes avec qui vous travaillez, les 3 autres personnes? Alors, on est 4 associés. On se connaît tous les 4 depuis très très longtemps. 2, puisqu'on est 4 incluant moi, 2 ont déjà travaillé avec moi et quelque part sous mes ordres, même si j'aime pas ce mot, puisque j'étais rédacteur en chef de revues dans lesquelles ils travaillaient. Okay. Voilà, donc on se connaît quand même très bien. Et donc ils produisent du contenu aussi, mais du contenu qui en général n'est pas personnalisé Olivier Dauvert, qui est plutôt édition Dauvert. C'est-à-dire que le blog, à 99% ou 15%, on ne va pas chipoter, c'est moi qui l'écris. Les vidéos, c'est évidemment moi, puisque je suis dessus. Mais par contre, on a d'autres publications, on fait des études, on fait sur le prix, sur la promo, sur le drive, on fait une veille mensuelle qui s'appelle Vigie-Grande Conso, sur laquelle il contribue grandement. Et puis on a aussi la dernière associée, enfin pas la dernière, mais l'associée qui s'occupe du commerce, pardon, qui vend ce que l'on produit, parce que malgré tout, même si je suis
pas intéressé par le sujet économique, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vende ce qu'on a produit, donc qui vend nos études. Et donc, on va dire qu'on est une espèce de super directrice commerciale qui est associée aussi. Et dans mes valeurs, j'aurais pu mettre l'association aussi parce que je n'ai pas de salariés. Je considère que chacun d'entre eux doit savoir pourquoi il travaille. Et le quoi il travaille, c'est pas moi, c'est eux. Donc en étant associés, ils ont tous des actions qu'ils ont eues gratuitement. Le premier qui m'a rejoint, il a eu 25% de la boîte, parce qu'il était le premier. Et après, ceux qui sont arrivés ont eu moins, parce que la boîte s'était développée. Mais je dirais, ils se sont pas plaints d'avoir 5% de la boîte chacun. Hein, je les ai jamais entendus se plaindre, et je pense qu'évidemment, le sujet ne se pose pas. Mais moi, je veux travailler qu'avec des associés. Parce qu'ils doivent être... je crois au partage de l'avoir, qui est un truc qui est très mulier. Le partage de l'avoir, ça me semble être un moteur essentiel. Donc là-dessus, je veux partager. En même temps, vous êtes aussi dans la logique Mullier, parce que vous partagez votre savoir, vu que tout votre savoir n'est pas nécessairement monétisé. Oui, bien sûr. Sauf que quand Gérard Mullier théorisait autour de ça, c'était le partage du savoir en interne. Alors que moi, je fais que du partage de savoir en externe, ce qui est quand même pas pareil. C'est un peu différent. Est-ce que vous avez, je sais pas, un livre, une série à me recommander, un film, une musique, un truc Oui, alors, une musique, j'en ai une. Parce que vous n'avez pas parlé... Parce que dans la série, d'être monomaniaque et d'en assumer l'image même que ça peut donner, je suis fan absolu d'Indochine, au point de faire tous leurs concerts. Et donc, si j'ai une musique à recommander, c'est Indo, par principe. Ouais, mais alors quel album, du coup ? Par principe, tous, puisque je suis fan absolu. Ça veut dire que je suis dans l'incapacité à hiérarchiser ce qui est bon et ce qui est moins bon. Puisque tout est bien. C'est ça, un fan. Un fan, il voit jamais... vous faites une analogie personnelle entre monsieur et madame, c'est la même chose. Alors, comment vous avez vécu les années où ils étaient un peu plus, dans le creux de la vague ? Parce que je suis revenu sur Indo en 2000. C'est-à-dire, je suis de cette génération de fans qui sont revenus avec Indo, parce qu'avant, je n'étais pas fan. Je connaissais Indo, parce que qui ne connaît pas l'aventurier ou 3 nuits par semaine, personne. Mais je suis revenu quand on les a repassés en radio, tout simplement. Voilà, donc c'est terrible, mais quand vous n'êtes pas exposé dans ce monde-là de la musique, vous ne pouvez pas être aimé. C'est terrible pour ceux qui sont sous le radar, mais dès lors qu'ils ont été réexposés, moi je me suis rendu compte, la vache, c'était... Voilà, et donc depuis, tous les morceaux de tous les albums, je vous les recommande tous, sans exception. Et ça va, j'en ai quelques-uns quand même. Voilà. Mais bon, s'il fallait évidemment en recommander un, je dirais juste vivre une fois dans sa vie l'aventurier en live, parce qu'on n'est pas loin de ce que la création a fait de mieux sur Terre. Ça mérite d'être clair. Je l'assume totalement, ça aussi. Est-ce que vous avez, vous savez, sur un jeune qui hésite sur le commerce, je sais pas, un conseil à donner, qui sait pas quoi faire de la suite, peu importe son âge à la limite Alors, quelque chose que m'ont enseigné, sans que je m'en rende compte évidemment, parce que l'enseignement jésuite, qui était mon enseignement agricole, c'était jésuite, sans qu'on s'en rende compte, les jésuites nous apprennent à chercher à faire, à se réaliser par le fait de prendre des initiatives, de faire des choses, d'essayer des trucs. Parce que plus on essaye de trucs, plus on a de chances de trouver ce qui finalement procure du plaisir. Et donc, moi, je voudrais juste, quand j'interviens dans les écoles, souvent je raconte la chose suivante, c'est l'entreprise n'a d'autre mission que vous donner la liberté de faire ce que vous préférez faire. Voilà, après, il peut y avoir 2-3 contraintes, on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut. Mais donc, un jeune qui veut faire du commerce, je dis, vas-y, fonce, et puis tu vas vite voir si c'est ton plaisir ou pas. Et puis si ça l'est, ça va te donner envie de te retrousser les manches encore plus fort. Et comme dans ce métier-là, on voit tout de suite les bons, mais alors tout de suite, parce qu'il y a des résultats immédiats, comme je le disais tout à l'heure. Donc, le mec qui est motivé, qui est bon, qui est courageux, c'est pas possible qu'il reste sous le radar. Ça n'existe pas. On peut trouver, je parlais de la musique il y a un instant, un artiste extraordinaire qui reste sous le radar, malheureusement c'est possible. Un mec dans le commerce qui reste sous le radar alors qu'il est bon, courageux, entreprenant, dynamique, enfin tout ce que vous voulez, c'est pas possible. Il ne peut pas rester sous le radar, ça n'existe pas. Non, mais Et donc du coup, quand vous êtes dans les radars,
vous avez plus de chances de finir par faire ce que vous voulez faire, parce que vous allez monter gentiment dans la reconnaissance, dans les hiérarchies, accessoirement peut-être dans le niveau de vie aussi, tant mieux. Et donc, vous allez finir par pouvoir décider plus facilement de votre vie et non pas la subir. Donc, le commerce est un formidable métier pour ça. C'est que si vous voulez devenir acteur de votre vie, vous avez plus de chances d'y arriver dans le commerce que dans des tas d'autres secteurs. Ce qui ne veut pas dire que c'est le seul. Mais là, il y a vraiment beaucoup de chance. C'est clair, mais on partage pour le coup. Ok, vous avez le droit de me poser une question. Est-ce que vous en avez une ou pas? Vous avez le droit de ne pas en avoir non plus. Non, quand je me mets... c'est marrant parce que quand je réponds à des interviews, on me pose souvent ça, notamment pour des médias, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Et je dis pareil, écoutez, là, moi je suis venu pour répondre à des questions. Il y a des moments où dans ma vie, c'est moi qui les pose. Et quand c'est moi qui les pose, je sais ce que je veux poser comme question. Quand je suis dans la posture de celui qui répond, je me suis mis tellement dans l'idée de lui donner ce qu'il vient chercher que je ne sais pas ce que vous venez chercher. Donc je n'ai fait que répondre à votre question et je pense ne pas avoir menti. Pas une fois. En tout cas, même pas par omission, si vous avez menti, en tout cas, ça ne s'est pas vu. Non, je ne vois pas pourquoi. Voilà. Ok. Écoutez, Olivier, je vous remercie beaucoup pour le temps passé et votre disponibilité. À toutes et tous qui nous écoutent, écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous embrasse. Ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as écouté cet épisode dans son intégralité et dans ce cas-là, je t'en remercie vivement. Si tu veux nous aider à remonter dans les moteurs de recherche, pour ça, il y a 3 solutions. La première, abonne-toi directement au podcast La Bonne Équipe. La deuxième, mets-nous des commentaires trop sympas et des évaluations qui vont avec sur les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify. Et enfin, n'hésite pas à abonner de force tes amis ou ta famille, ça leur fera du bien. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.